Salut les judokas, en haut de cet escalier, l'interview de Jean-Luc Barré en 5 épisodes. De l'école Coréa jusqu'aux très belles années compétition dans le mythique club de Levallois, du premier grand départ à l'autre bout du monde en Nouvelle-Calédonie, jusqu'à 20 ans de participation de compétition au Japon. D'ailleurs, un 6e date passé au Japon, Jean-Luc n'a pas fini de nous étonner. Vous pourrez retrouver les liens des 5 épisodes dans la description. Vous pouvez aussi naviguer avec la barre de lecture dans les différents chapitres et d'ailleurs sauter cette introduction. Et bien sûr, si ça vous plaît, pensez à vous abonner, ça aide vraiment à développer la chaîne et à mettre un like par exemple sur votre épisode préféré. Alors moi je vous laisse et on se retrouve derrière cette porte pour l'interview. Ok, donc on revient à tes 17 ans, on arrive à tes 17 ans, tu deviens assistant, c'est ça? Tu étais en train de dire ça? Oui, alors bon, quand on est jeune, on a besoin de gagner un peu d'argent. Ouais. On fait des études, faut bien mettre du beurre dans les épinards. Hein. Ouais. Quoique quand on est jeune, on n'a pas envie de manger l'épinard. C'est ça, plutôt du, je sais pas quoi dans ton verre. Mais... Voilà. Bon, mais en fait, bon, non, j'ai eu la chance par quelqu'un qui travaille à Courbevoie de devenir animateur de centre de loisirs. Et en même temps, ça fait partie du CIO, hein, c'était tout un groupe. Et puis, il m'a aussi permis... je me rappelle, c'est un Vietnamien là, qui travaille au service de la mairie et qui m'a permis d'être l'assistant de Christian pour les cours de judo, aussi bien le mercredi que le samedi, 4h30, le mercredi, 4h30 le samedi. Ça fait donc 9h par semaine et j'ai été l'assistant jusqu'à ce que je parte à l'étranger, mais on en parlera après. Je suis devenu donc l'assistant de Christian pendant 12 années, à raison de 9h par semaine. Et tu continues à pratiquer pour toi? Alors, je continue à pratiquer pour moi. Je faisais aussi après mes études parce que bon, j'ai passé le bac, j'ai fait un doc d'anglais, j'ai fait un BT d'action commerciale, j'ai passé mon brevet d'état de judo. Bon, mais en même temps, pendant ces années d'études, je continuais d'être son assistant. Et même quand je suis devenu professeur de judo officiellement en 1986, après j'avais le diplôme qui me permettait d'enseigner dans des clubs, mais je restais quand même l'assistant de Christian. D'accord. Et Christian Livignac. Bon, il me prenait comme partenaire, me fait chuter parce que les jeunes sont souvent de bons partenaires parce qu'ils ont ce côté un peu frêle, un peu. Voilà, et puis bon, c'est le professeur. Voilà, et les jeunes. Mais qu'est-ce que j'en ai pas fait? Parce que tout ce qu'il essayait, tout ce qu'il avait recherché, tout ce qui était un peu nouveau, t'as vu Jean-Luc? Regarde, j'ai essayé ça, t'as vu? Tiens, on pourrait essayer ça, on pourrait essayer ça. Et il le testait sur moi. Donc, mais quelque part, alors des fois j'étais fatigué, j'avais mal à la tête et quoi. Mais il le faisait pas méchamment, il le faisait comme quelqu'un qui était pris dans son truc. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que par les chutes, par tout ce que j'ai subi en 12 ans de chutes à raison de 9 heures par semaine, il m'aura inculqué son judo. Je pense qu'il m'a transmis des choses, j'en reste persuadé, des sensations que l'on ne peut pas intellectualiser, que l'on peut pas, mais qui sont de l'ordre de ce que l'on ressent. Alors, non seulement il me l'expliquait, mais il m'expliquait ce qu'il ressentait, donc c'était sa sensation à lui, ça n'était pas la mienne, mais à force de me faire chuter sur sa sensation, il me la transmettait, puis après il m'expliquait, et c'est vrai que il avait ça, c'est que lorsqu'on faisait un mouvement de judo, c'était jamais bien. Ah non, là, ton épaule, ça va pas, ta main, ça va pas. Alors, il décortiquait le mouvement. Alors, évidemment, ça ne pouvait que déteindre sur moi. Alors, à un moment, on est dans la recherche, mais pas trop, parce que ce qui était bien avec lui, c'est que on étudiait le mouvement, on le recherchait, mais au moment où il y avait les randonnées, c'était les randonnées quand même. Donc, on savait faire la part des choses. Quand il fallait lâcher les fauves. Mais il y avait cette base toujours de... Et c'est pour ça qu'après, je me suis dit que il m'a aidé à forger un état d'esprit et une ligne de conduite pour être un vrai judoka. Alors, je ne dis pas que je représente ces 3 lignes, mais je les ai comme, je les ai comme schéma en tête. D'accord. C'est-à-dire qu'un judoka, pour moi, il doit connaître le judo. Oui. Il y a la connaissance du judo. Il doit savoir faire du judo et il doit être fort. Ça veut dire quoi être fort? Ça ne veut pas dire être champion du monde, mais ça veut dire être suffisamment solide et pour arriver à faire un randonnée et rencontrer toutes sortes de situations. Tiens, faire un randonnée avec un enfant qui a 5 ans, on ne va pas lui faire mal. Faut faire un randonnée avec lui de manière à ce qu'il s'amuse, qu'il puisse progresser et être capable de le faire tomber en le contrôlant, ce qui n'est pas toujours facile. Bien sûr. Avec un enfant de 4 ans, un enfant de 5 ans. Après, faire randonnée avec un enfant de 12 ans, après avec un jeune de 14 ans qui est un peu rugueux, avec une fille qui est débutante, qui est un peu frêle. Et bon, il va falloir faire attention, on ne va pas faire le combat de sa vie avec. Mais en même temps, il y a aussi la fille qui est ceinture noire, qui est déjà costaud, qui a lui. Et puis après, il y a Randori peut-être avec le ceinture marron costaud qui fait 80 kg, qui a un judo un petit peu dangereux. Il va falloir faire attention, il va falloir se protéger, mais il va falloir faire face quand même. Puis après, il y a Randori avec le compétiteur.
compétiteur d'un niveau peut-être départemental, et puis après faire randonnée avec le compétiteur qui est d'un niveau plus élevé, sans être ridicule. Donc quand je dis être fort en judo, ça ne veut pas dire battre tout le monde, mais ça veut dire être capable de faire face à toutes ces situations. Et c'est vrai ce que tu dis que c'est vraiment difficile. Voilà, et donc être fort en judo, c'est tout ça. Donc connaître le judo, savoir faire du judo et être fort. Ce sont les 3 axes sur lesquels je me raccroche. Ça ne veut pas dire que que moi je corresponds forcément à ça, mais je les garde en tête. C'est ta ligne de conduite, quoi, de recherche, d'avancée, de progression. Voilà, et là je parle pas, c'est pas le professeur de judo qui parle, là c'est le judoka qui a choisi d'être judoka. Ah ouais, génial. Voilà. Et alors pendant tes 12 années où tu assistais ce professeur, tu pratiquais pour toi, tu faisais tes études, etc. Comment tu as passé ta ceinture noire? À quel moment? Alors j'ai passé ma ceinture noire, je l'ai eu à 17 ans. Donc, alors ça se passait à l'époque sous Paris, hein, et donc il y avait 4 passages par an, et qui étaient sur Paris, il y avait le passage il y avait les katas. Ouais. Hein, donc c'était déjà le Nagano, 3 premières séries? 3 premières séries de Nagano pour les premiers dan, 5 séries pour le deuxième dan, et puis après il y avait les combats, il fallait marquer, alors 5 combats, 50 points on l'avait, 47 points ou 44 points, c'est-à-dire qu'on avait gagné les 5 combats, et puis sinon c'était des points qu'on totalisait. D'accord. Et voilà. Et après j'ai enchaîné sur le deuxième dan, et j'ai été deuxième dan à 18 ans. Ah oui, direct alors. À 18 ans et demi, juste avant d'avoir 19 ans. Le temps qu'il y avait le délai entre premier dan et puis j'ai été très rapidement deuxième dan. Et ensuite, à 18 ans, j'ai été obligé de quitter Courbevoie en tant qu'adhérent, parce que Courbevoie, c'était un club d'enfants et d'adolescents. Donc à partir d'un certain âge, nous n'avions plus le droit de nous inscrire. Alors je restais l'assistant de mon professeur, mais il fallait qu'on quitte. Et comme j'avais envie d'aller dans un club un peu compétition, je suis allé au cercle de judo de Neuilly. Neuilly-sur-Seine, il fallait traverser la Seine. Voilà, et là, je suis tombé dans une atmosphère, un club complètement différent. Une ambiance que je n'aimais pas du tout, froide, austère, un peu arrogante. J'ai jamais gardé un bon souvenir de ce club, mais il m'aura quand même aidé à devenir un compétiteur plus fort. T'es resté quelques temps quand même si t'aimais pas? 8 ans. Alors que pourtant t'appréciais pas tant que ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait rester alors si t'aimais pas vraiment le club? Peut-être le Chaland, parce que bon, je ne connaissais pas d'autres clubs de compétition, mais un peu le Chaland, il y avait quand même une émulation. J'aimais pas l'ambiance, forcément, il y avait quelque chose qui était... bon, les gens m'aimaient bien, hein, bon, après, je me suis aussi fait comme quelques copains, mais on va dire que, bon, dans la vie, quand on est dans la vie d'un judoka, il y a plusieurs chapitres. Le chapitre de Neuilly aurait été un chapitre qui a duré 8 ans. J'ai même été un des professeurs de judo après à Neuilly. Mais c'est pas le chapitre qui m'aura laissé le meilleur souvenir de ma vie. D'accord. Voilà. Après, il y en a d'autres chapitres, hein, après celui-là. Mais on va dire que c'était de 1982 à 1990. Ce qui m'a fait rester à Neuilly, c'est qu'il y avait un président qui était le fondateur de ce club que j'aimais beaucoup. Ça peut bien que c'était Monsieur Gingembre, qui malheureusement est décédé, mais qui prenait les choses à cœur et qui avait un relationnel avec les jeunes, qui était c'était un peu le papa de tout le monde. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé ce monsieur, beaucoup de respect pour ce monsieur, pour ce qu'il faisait, pour le cœur qu'il donnait dans ce club. Et ça, je pense que ça m'a fait rester. Puis à Neuilly, il y avait quand même pas mal, il y avait des compétitions, il y avait des tournois. Et puis après, bon, j'étais le moins de 60 kilos du club, avant après d'être détrôné par un autre qui était plus jeune, mais il y a la valorisation, donc même si le club aussi plaît que moyennement, on est toujours un peu piégé par la valorisation qui nous fait rester, ça c'est... voilà, et puis après, bon, il y a eu un conflit interne de club entre le président, le professeur, enfin, il y a eu, bon, comme ça peut arriver dans les clubs, auxquels je ne m'étais pas mêlé, mais ça a commencé un petit peu l'ambiance à se polluer. Et puis il y avait Levallois qui venait de se monter à côté, il y avait la bande à Vachon, des Vachons qui avaient tout Villiers-le-Bel avait déménagé pour arriver, invité par Monsieur de Cherchy, invité à Levallois, et ça me plaisait bien d'aller à Levallois, et là j'ai quitté Neuilly pour aller à Levallois. D'accord. Et c'est là où j'ai fait mes plus belles années de compétition de ma vie. Je suis resté 3 ans avant de partir en Nouvelle-Calédonie, et ce sont ces 3 années qui auront été mes plus belles... Alors, plus belle à quel niveau? Raconte, t'as fait quoi? Enfin, d'abord, peut-être que ça était plus fort encore que lorsque j'étais à Neuilly, je pense, hein, mais surtout, il y avait un esprit de camarade. On rigolait bien, on rigolait beaucoup. Donc, c'était quoi, fin 20 ans, fin de la vingtaine, t'as peut-être oui, en fait, donc en 1990, j'avais quand même 26 ans. D'accord. Donc, en fait, de 26 ans, on va dire de 26 jusqu'à 29 ans, jusqu'à ce que je parte vivre en Nouvelle-Calédonie pendant ces 3 années, j'étais à Levallois. Bon, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe en moins de 60 kilos. Bon, j'étais en concurrence avec 2 autres gars qui étaient très forts, hein, mais
J'aimais bien l'esprit de camaraderie de Valois. J'aimais bien le côté, alors c'était pas toujours très fin, mais évidemment, mais on rigolait. On rigolait, il y avait un esprit de camaraderie, un esprit de fête qui me plaisait bien. Et ça, je ne l'avais pas retrouvé à Neuilly. Il n'était pas à Neuilly. Alors qu'à Levallois, il y avait ça. Et il y avait un niveau qui était même supérieur, parce qu'il y avait quand même des premières dives, des gens qui faisaient la compétition de manière intensive, ça rigolait pas pendant les entraînements. C'était combien d'entraînements par semaine à peu près quand on est à ce niveau-là, vraiment compétition un peu sérieuse et tout? Moi, j'ai jamais été vraiment, enfin, je sais pas, moi, j'étais pas considéré comme un athlète de niveau. Je restais comme quelqu'un qui faisait des études et qui s'entraînait de manière intensive. Après, les athlètes de niveau, ils s'entraînaient à l'INSEP et le soir, ils venaient à Levallois. Moi, je restais quand même comme un compétiteur motivé, donc je venais 2 fois par semaine. C'était le lundi et le mercredi. Les 2 entraînements forts, et puis après les autres jours, j'allais m'entraîner ailleurs. D'accord. Comme ça, mais c'était vraiment les 2 entraînements forts de la semaine. Et puis à Levallois, bon, on avait la possibilité de faire des compétitions, de se déplacer, d'aller en province. Il y avait le fameux tournoi de Canet tous les ans, Canet-en-Roussillon. Un jour, on était allé faire un tournoi à Tulle. Là, il y avait vraiment une équipe pour les championnats de France, on mettait une équipe de 7. Donc là, j'étais titulaire dans cette équipe de 7 qui faisait les championnats de France, et on rencontrait des clubs comme Orléans, comme le Racing, même si à l'époque, le Valois n'était pas encore installé comme Maison Alfort, Orléans, le Racing. Le Valois à cette époque-là restait peut-être en 5e. D'accord. Derrière les 4 grosses industries du judo, si je peux employer le mot industrie. Hein. Enfin, les ténors. Hein. Mais bon, c'était déjà pas mal. Bah oui. Et voilà, et puis ça m'a bien plu. Je suis resté d'ailleurs en très bon terme avec le peu de fois que je le vois, Roger Vachon, ou des gars de Levallois comme Manuel Leroux, Christian Chaumont, enfin voilà. Super. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait partir non, Calédonie, en plus, c'est pas la porte à côté. Là, ce qui m'a fait partir, bon, quand j'étais à Levallois, j'étais donc compétiteur, j'étais toujours professeur à Courbevoie, j'étais professeur dans plusieurs clubs. T'étais encore étudiant ou t'avais fini Non, j'avais fini. Donc ça veut dire que tu vivais ta vie grâce au judo, oui, voilà. D'accord. Oui. Et juste une mini question là-dessus, c'est que tu disais que tu étais devenu assistant à 17 ans. Parce que tu es dans le judo, puis comme tu dis, quand on est étudiant, ça fait un peu de sous aussi. Ta démarche parce qu'après c'est carrément passer le DE, devenir vraiment professeur, c'était déjà par passion, vraiment côté pédagogique, ou c'est aussi parce que du coup c'était aussi un boulot et c'était une bonne occasion? C'était, tu vois, cette démarche d'enseigner? Disons qu'au moment où je faisais mon BTS d'action commerciale, je passais mon BTS de judo en me disant ça fera quand même une corde de plus à mon arc, puis on verra, ça me permettra de donner qu'au jeu, mais un peu poussé par mon professeur, il me semblait important d'avoir au moins le diplôme de professeur de judo. Puis après, quand j'ai obtenu mon BTS d'action commerciale en 1987, soit je pouvais rentrer dans une école de commerce, ou sinon commencer, BTS d'action commerciale, ça va. C'est Bac+2, ça va, bon, ça casse pas. Hein. Non, mais on peut bosser avec ça. On peut quand même bosser avec ça, voilà, c'est pas. À un moment, j'ai commencé à vouloir répondre à des annonces. Donc, il y avait des entretiens, et alors j'étais tout jeune, hein, je mettais mon costume, j'ai l'impression, je sentais que j'allais mieux dans un kimono que dans un costume. En plus, quand on est jeune, les costumes, on les porte pas bien. Jolie phrase, ça. Hein, oui. Quand je faisais du judo depuis longtemps, j'avais l'impression, comme je savais que j'habitais mon kimono. Mais quand on est jeune, on se met dans un costume, tout jeune, un peu comme un jeune blanc-bec, avec la cravate, tout ça. On n'a pas encore une étoffe, on n'a pas encore. Si on voit un gars de 50 ans ça fait 30 ans qu'il est en costume, au moins, gros ou pas gros, allure ou pas allure, mais il le porte son costume. Quand on est jeune, je trouvais qu'on le portait pas, je le regardais dans la glace, et je disais, c'est pas moi. Et je répondais, et puis j'allais à des entretiens, j'étais pas à l'aise, la plupart du temps, j'étais pas accepté parce qu'il y avait beaucoup de candidatures. Et puis à un moment, je me suis dit, mais Jean-Luc, c'est pas toi, c'est pas ta vie, choisis-la ta vie. Parce que ce qui est important dans la vie, c'est le choix qu'on fait. Il faut l'assumer, le choix. Mais la capacité de choisir et la capacité de faire le bon choix. Et je me suis dit, et si je me servais de mon kimono comme d'un passeport? Parce que peut-être que mon kimono me permettra de voyager partout au monde. Je pense que je sais faire du judo. J'ai un brevet d'état, j'ai un bon professeur. J'enseigne déjà, j'étais déjà professeur dans plusieurs endroits. J'enseignais dans 8 clubs différents quand même. Tous les jours, j'avais un club. Voilà. Et je me suis dit, il vaut mieux que je reste professeur de judo. Et puis après, je trouvais un jour le moyen d'aller à l'étranger. T'avais envie de voyager? J'avais envie de voyager. Et puis j'en avais marre de travailler un jour dans ce club-là, un jour dans ce club-là, un jour dans ce club-là. La vie en France me fatiguait.
J'habitais dans une cité, pas une cité pourrie, hein, ça restait, bon, c'était à Courbevoie, mais ça restait l'espèce de vie de banlieue en HLM en me disant, tiens, j'ai l'impression qu'elle est fermée ma vie. Et je me dis, oh, est-ce que je mérite pas mieux ou est-ce que ici j'allais forcer un petit peu mon destin. D'accord. Parce que peut-être si je reste là et je me contente des clubs dans lesquels je vis avec un salaire qui est un salaire correct, bon, avec ça je peux me prendre un appartement, je peux m'acheter une voiture, mais si c'est ça, et dans 30 ans j'en suis au même niveau, même point, j'ai dit bon. Tu te voyais pas quoi? Non, je me voyais pas et j'ai décidé un jour de... Enfin c'est une idée, hein, de partir d'un coup en Nouvelle-Calédonie. Mais comment tu as choisi la Nouvelle-Calédonie? Un peu comme ça, l'imaginaire de ce continent ou... Tu vas rigoler si je te dis. Je m'entraînais beaucoup. Quand même, je m'entraînais avec les judokas calédoniens parce que j'ai pas été si bien reçu que ça quand même là-bas. Pour eux, je fais ce qu'on appelle un oreilles. Hein. Même si je fais les randonnées avec les gars, ils m'envoyaient quand même leurs élèves pour me casser la gueule. 4 jours après être arrivé en Nouvelle-Calédonie, j'ai rencontré celle qui aurait été ma future femme. C'est pas vrai. Et qui me dit j'habite à Paris. C'est toujours comme ça. La japonaise, bah oui, c'est toujours comme ça. Pierre Guichard a insisté pour que je commence début septembre alors que le stade, les travaux n'étaient pas terminés. Alors là, vraiment dans les deux sens du terme, on a essuyé les plâtres.